rejoindre pour cette nouvelle édition d'Initiative Africa, votre rendez-vous avec l'Afrique qui bouge. Sans plus tarder, le sommaire. L'invité de la semaine, c'est l'écrivain et chercheur algérien Abdelkader Benarab. Nous l'avons rencontré à l'occasion de la sortie d'Islam et immigration, son nouvel ouvrage. L'islam, ça a une vieille histoire, n'est-ce pas? Avec le contact avec l'Europe, ça n'a jamais été réellement une histoire apaisée. L'invité de la semaine est lui aussi un conteur en quelque sorte. Son nom, Abdelkader Benarab, un universitaire algérien connu et reconnu pour ses publications sur la culture et la littérature du Maghreb et d'Afrique. Son nouveau livre, Islam et immigration, vient tout juste de paraître aux éditions L'Harmattan. Il a accepté de répondre à mes questions. Regardez. Abdelkader Benarab, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Initiative Africa. Vous aussi, vous êtes un conteur en quelque sorte, puisqu'en plus de votre casquette d'universitaire, vous êtes un écrivain. Vous écrivez essentiellement sur la culture et la littérature du Maghreb et de l'Afrique de manière générale. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? D'écrire sur le Maghreb ou sur l'Afrique? D'écrire, ou les deux. Tout simplement. Les deux, oui. J'ai compris votre question. Je crois qu'à un certain moment, il y a, si vous voulez, une espèce, comme disait un philosophe Bergson, une espèce d'élan comme ça à l'intérieur, d'élan vital, quelque chose qui se prépare à l'intérieur et on a envie de l'exprimer. Donc on vient à l'écriture et on écrit un peu les choses qu'on a envie de dire, qu'on pense, aussi bien sur la culture, sur la littérature, sur la politique, sur la poésie et sur d'autres sujets. Vous sortez aux éditions L'Harmattan, Islam et immigration, un essai qui regroupe toutes vos contributions, articles de presse, textes de colloques, publiés entre 1991 et 2012. Un sujet plus que jamais d'actualité, l'islam et l'immigration, parce que dans beaucoup de pays occidentaux, l'amalgame entre islam et extrémisme est fréquent et beaucoup de musulmans se sentent stigmatisés. Est-ce que vous les comprenez ? Oui, je les comprends. Le titre est assez clair. Je pense qu'il reflète un petit peu cet amalgame et si vous voulez, malheureux décalage qu'il y a toujours en Occident notamment, cette confusion entre l'islam et l'immigration. Évidemment, ce sont, si vous voulez, les deux faces d'une même pièce, si vous voulez. Bon, islam et immigration se côtoient, se rejoignent, puisque les immigrés, la plupart sont des musulmans, il y en a qui ne le sont pas naturellement, mais quand on parle si vous voulez, de cette confusion, on vise les musulmans naturellement. Bon, par rapport à cela... Et pourquoi on vise les musulmans d'après vous? Parce qu'il y a, si vous voulez, l'islam, ça a une vieille histoire, n'est-ce pas? Avec le contact avec l'Europe, ça n'a jamais été réellement une histoire apaisée avec l'Europe, naturellement. Ça remonte de très loin. C'est vrai, il y a des périodes d'apaisement. Il y a des périodes aussi où il y a un regain de tension. Il y a des hostilités, il y a des replis comme ça. Mais aussi, il y a, c'est vrai, des périodes, cela dépend, je pense, du contexte politique, idéologique, etc. En France, on a tendance un peu trop à titaniser un peu cet islam, surtout certains médias qui sont extrêmement virulents, qui ne sont pas du tout dans une ligne de médiation ni de modération quand ils parlent. Si je peux m'exprimer ainsi, mais vous écrivez dans votre livre que la famille immigrée qui a conservé l'usage de sa langue maternelle et les pratiques culturelles d'origine a plus de chances de réussir son intégration dans son pays d'accueil. On aurait plutôt tendance à penser le contraire, non ? Oui, c'est une problématique assez complexe. En fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gens qui sont intégrés. Il y a beaucoup de gens qui sont intégrés et sous ces vocables d'intégration et si vous voulez, de fusion, etc., on peut mettre un peu ce qu'on veut. Tout le monde. Vous pouvez aussi bien garder votre langue, garder vos habits, garder vos habitudes et quand vous respectez les lois du pays d'accueil, c'est une intégration. On n'est pas obligé de porter un chapeau, une casquette, une cravate ou que sais-je, pour dire qu'on est intégré. L'intégration ne se fait pas par le geste, par le signe, si vous voulez, vestimentaire. Elle se fait, l'intégration, déjà par le respect des lois, des traditions du pays d'accueil. C'est ça la première intégration. Maintenant, quant au sujet des langues maternelles, ça c'est au niveau de l'apprentissage, si vous voulez. C'est au niveau de la scolarité. Il est clair maintenant, il est même prouvé que les enfants qui maîtrisent leur langue maternelle sont à même de
mieux apprendre les autres langues. Voyez-vous, si vous voulez, c'est un aspect cognitif très important dans l'apprentissage des langues. Un enfant qui connaît sa langue maternelle maîtrise mieux le français et d'autres langues. Impossible de ne pas en parler. Je veux bien sûr parler de la guerre au Mali contre les combattants islamiques d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique et les rebelles du MNLA et d'Ansardine. Est-ce que, d'après vous, l'intervention militaire était inévitable? En tout cas, si elle a pour but de ramener la paix et de protéger les populations, oui. Vous en doutez? Je veux dire, c'est le but. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas trop ce qui se passe sur place parce qu'il y a des relais médiatiques, il y a toute une presse qui en parle. Si la France est intervenue principalement pour aider les Maliens à recouvrer leur paix, leur tranquillité, leur sérénité, tant mieux. Maintenant, ce qui est dommage, c'est de voir ressurgir un petit peu des mouvements extrémistes un peu partout. Vous êtes bien placé pour en parler justement de cet extrémisme, puisque votre pays, l'Algérie, a dû combattre pendant de nombreuses années les extrémistes. Et d'ailleurs, cette crise au Mali a eu des conséquences avec la prise d'otages sanglante à In Amenas. Écoutez, de toute façon, comme je le disais, ces mouvements, ces groupuscules extrémistes fanatiques ne représentent pas l'ensemble des musulmans, premièrement. Est-ce que ce sont des mouvements qui naissent dans le sillage aussi d'autres groupes, d'autres, je ne sais pas, d'autres pays, d'autres forces qui les poussent un peu à agir et à créer des foyers de tension et de subversion dans des pays? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il faut naturellement les combattre, quelle que soit leur origine, quelle que soit la cause, quel que soit le pays d'où ils viennent. Il faut les combattre naturellement. Place maintenant au sex shop halal. Et oui, vous avez bien entendu. Aux Pays-Bas, un jeune entrepreneur d'origine marocaine a décidé de commercialiser sur Internet des produits érotiques qui respectent la loi islamique. Comme vous vous en doutez, les critiques n'ont pas tardé à fuser, ce qui a plutôt profité au chef d'entreprise. C'est lui qui le dit en tout cas. Reportage Areski, Ben Mokhtar, Teddy Emar et Ghislain Léon. À 30 ans, Abdelaziz Aoura est une célébrité au sein de la communauté musulmane. Ici, en Hollande, comme dans bien d'autres pays. Cette renommée, il la doit à un projet audacieux, un site internet qui commercialise des produits érotiques halal. Son nom, El Azira, qui veut dire société en arabe. Well, the first thing that startled me was actually that there was nothing accessible for also Muslims. La première chose qui m'a frappé, c'est de voir qu'il n'y a rien pour les musulmans dans ce domaine. Donc, mon premier objectif est d'offrir quelque chose de décent et en accord avec les principes musulmans. Nous avons donc contacté des théologiens de l'Arabie Saoudite afin de savoir ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Ensuite, nous avons mis au point ce concept et Dieu merci, tout ce que je peux dire, c'est que ça marche. Suite et fin de mon entretien avec l'écrivain et chercheur algérien Abdelkader Benarab. Abdelkader Benarab, j'imagine que ce sujet sur le sex shop halal aux Pays-Bas ne vous laisse pas indifférent? Pas du tout, je viens de voir le reportage qui est très bien fait, d'ailleurs par vos services, par vos journalistes. Mais en même temps, il reflète, si vous voulez, toute une activité autour de l'islam sur fond de commerce, quoi, sur fond d'activité commerciale. Je pense que si les gens ont eu des réactions peut-être un peu à l'extrême, peut-être pas très modérées, ce n'est pas par rapport au sex shop lui-même, enfin à ces produits sensuels et d'ordre sexuel, etc., mais c'est l'exploitation et l'usage qu'on en fait. En fait, ce monsieur-là qui commercialise des produits sensuels et des produits, je veux dire, qui provoquent enfin toute une sensualité, etc. Il aurait pu le faire sans, si vous voulez, exploiter le registre de l'islam. Vous pensez que c'est par opportunisme? Il y a beaucoup d'opportunisme, c'est clair. On n'a pas besoin de ça, l'islam n'a pas besoin de ça. Si vous voulez, l'érotisme et la sexualité dans l'islam, elle existe. Vous n'avez qu'à lire, par exemple, quelqu'un comme
Al-Ghazali, par exemple, qui est très connu en Europe au Xe siècle, il a énormément parlé, si vous voulez, de la gestion même de la sexualité, ce qui n'était pas connu en Europe à l'époque. La gestion de la sexualité étant dans une position médiane entre, si vous voulez, ne pas tomber dans la licence, c'est-à-dire dans la vulgarité et la licence, et en même temps ne pas tomber dans l'autre côté de l'ascétisme, mais être dans une position tout à fait confortable et tout à fait moyenne. Dans votre livre, vous avez un chapitre complet sur la littérature du Maghreb et d'Afrique. Pourquoi cette distinction entre le Maghreb et l'Afrique, puisque le Maghreb c'est dans l'Afrique? Oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'on a toujours tendance, ces étiquetages, ce n'est pas moi qui les ai faits, malheureusement. Je suivais un petit peu les intitulés de ce qui existe, parce que quand vous allez dans les bibliothèques, on voit bien littérature du Maghreb, littérature d'Afrique, littérature insulaire, etc. Malheureusement, ça ne devrait pas exister, mais à l'intérieur, je parle de la littérature africaine, naturellement. Je parle de Béala, je parle de Osman Samban, je parle de Ampatieba, etc. Toute une littérature africaine à laquelle je suis venu par l'intermédiaire de Cheikh Anta Diop et d'autres auteurs africains. Il y a des similitudes entre la littérature arabe du Maghreb et la littérature subsaharienne? Des points communs? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de... Oui, si vous voulez, il y a quelques sensibilités. Il y a des différences au niveau des sensibilités, du vécu, si vous voulez, mais dans la majorité des cas, oui, il y a des grandes sensibilités communes aussi. Par exemple? La description, par exemple, de la société, si vous voulez, le mode de vie social, les contes, comme vous le disiez tout à l'heure, les transmissions, il y a tout ça, ça se ressemble. Et puis l'écrivain aussi a sa manière aussi d'être un peu dans la société qui, je pense, qui n'est pas un auteur africain n'est pas très différent d'un auteur algérien ni un auteur marocain. Alors là, c'est une question sur un sujet qui fait un peu polémique. On dit souvent que les Arabes et les Noirs ne s'entendent pas et qu'il y a une défiance. C'est des choses qu'on entend par-ci, par-là. D'après vous, c'est justifié? Et pourquoi on dit ça, d'après vous? Vous voyez, si vous regardez peut-être les Noirs et les Arabes qui ne s'entendent pas, mais ceux qui sont bien en accord, en harmonie, il faut les regarder aussi, il faut en parler des deux, je pense. Moi, personnellement, enfin, je n'ai pas de problème particulier. Je pense peut-être au niveau de certains quartiers, de certains jeunes, des petites frictions, mais d'une manière générale, pas du tout. Mais on parle plutôt là sur le continent africain. Sur le continent, je ne pense pas. L'Algérie fait partie l'Algérie et beaucoup de pays arabes font partie de l'Afrique. Font partie de l'OUA, font partie des organisations africaines, font partie de même patrimoine africain. Je ne partage pas du tout cette idée, moi, pas du tout. Pas du tout. Je travaille un projet sur la littérature, enfin l'anthropologie de la littérature négro-américaine, où aussi on voit, si vous voulez, toute cette culture africaine transposée outre-Atlantique, et on retrouve aussi les mêmes éléments. Non, je ne pense pas qu'il y ait ce heurt, ce décalage entre noirs et... C'est quand même peut-être un peu léger de dire ça. Je ne parle pas de vous, naturellement. Mais par exemple, on va prendre je l'ai déjà entendu, certes. On va prendre le cas de ce qui s'est passé en Libye, par exemple, où, à la chute de Kadhafi, toutes les personnes noires étaient lynchées. Ou sinon, par exemple, au Maroc, des immigrés qui viennent d'Afrique subsaharienne ont été, par exemple, lâchés en plein milieu du désert. Et les gens disaient, c'est parce qu'on est noirs qu'ils nous font ça, ils ne nous considèrent pas. Il faut faire des enquêtes, je pense, par rapport à ça. Il faut voir le côté officiel des choses, comment ça se passe. Maintenant, pour ce qui est de la Libye, c'est des gens qui étaient quand même protégés par Kadhafi lui-même. Je veux dire, Kadhafi qui était un grand ami. Maintenant, beaucoup d'amis africains qui regrettent un peu le départ de Kadhafi. Ça aurait pu être un jeune, ça aurait pu être un Libyen. Les Libyens qui ne sont pas du côté de Kadhafi ont été également massacrés, pas seulement les Noirs. Ce n'est pas un problème de peau, ce n'est pas un problème de race, ce n'est pas un problème d'appartenance à un pays, c'est un problème d'appartenance politique. C'était les protégés de Kadhafi. Et ils étaient aussi bien des Maliens, des Tchadiens que des Libyens eux-mêmes qui étaient dans
si vous voulez, dans le collimateur de ces gens-là, et que les gens massacrés, que les gens renvoyés chez eux. C'était pareil. Je ne pense pas, le problème ne se pose pas au niveau du noir et du non-noir. Ça, c'est tout à fait absurde d'entendre ces thèses-là. Et je veux dire que c'est des thèses qui non plus n'apaisent pas les choses, mais veulent créer des problèmes.